l'année dernière, malgré les conditions que l'on vit tous, et donc il a su se digitaliser. Et à propos de digitaliser, je voudrais remercier aussi le responsable du côté technique, c'est Tahiré Joté Younes, qui a fait un pas encore en avant, puisqu'il nous permettra aujourd'hui de poser des questions et de répondre dans l'assistance. Et il a beaucoup travaillé pour ça, donc j'aimerais bien que mes chers amis, chers confrères, que ça ne parte pas en fumée. Il y aura deux petites questions très courtes au cours de la présentation et le professeur Chaïb va activer au moment voulu la question et pour les gens qui regardent, toute l'assistance pourront répondre en appuyant sur la première question et choisir la bonne réponse. Ensuite, quand la deuxième apparaîtra, ils choisiront la deuxième. Ça nous aidera à mieux communiquer. Donc, je rentre dans le vif du sujet. C'est un patient à haut risque cardiovasculaire et qui est diabétique. Et c'est un cas qui est en grande partie véridique. Et donc, j'ai appelé ça un cas clinique lucky but, ça veut dire il a de la chance, mais, et vous allez voir pourquoi il y a un mais dans l'histoire. Et voilà, donc on peut commencer. Alors, ce monsieur, 65 ans, IMC à 28, il fume 2 paquets par jour depuis très longtemps, 35 ans. Et bien sûr, il a une BPCO et une hypertension depuis 10 ans. Il a un diabète également depuis 10 ans. Et voilà, il a été diagnostiqué avec PAD, c'est-à-dire Peripheral Artery Disease, c'est-à-dire artériopathie oblitérante des membres inférieurs, avec une sténose à 75% d'une artère fémorale, qui est quelque peu symptomatique aux très grands efforts, mais en gros qui ne le dérange pas du tout dans sa vie de tous les jours. Ce monsieur vient consulter parce qu'il a des petits picotements au niveau du thorax, vraiment, on va dire, très, très, très atypiques. Et ça lui arrive, mais quand il est énervé. Sa tension est à 16,8, 75 par minute, ECG normal, écho, il n'y a pas d'HVG, fraction d'éjection 55%, pression de remplissage normale, et voici le bilan qu'il amène avec lui. Quand même, l'hémoglobine glyquée est à 9, la clearance est à 70, et voici le bilan lipidique, et on a aussi albumine plasmatique et urinaire. Voilà, voici le traitement. Vous le voyez à la droite de l'écran, il prend valsartan 80 hydrochlorothiazide pour son hypertension, de l'aspirine, et pour le diabète, un bonjour à professeur Romari, il pourra nous dire ce qu'il pense du traitement qui a été prescrit par un confrère endocrinologue, et il est sous Atorva 10 mg. Voilà, et il vient pour ces petits picotements. Et on sait très bien, et c'est évident, c'est dans les recours, on le sait, quand la mortalité cardiovasculaire d'un diabétique, elle est 2 fois plus importante que la mortalité cardiovasculaire d'une personne non diabétique. Donc ce monsieur, je le vois, attention, il a un diabète, il a une HTA, il a une artériopathie, et c'est un monsieur que je vois déjà on ne va pas aller de l'avant, mais je me réfère, et je m'adresse aussi aux confrères endocrinos, je veux savoir quel est son risque cardiaque. Eh bien, ceux qui ont un très haut risque cardiaque, c'est ceux qui ont une maladie vasculaire, un diabète avec atteinte des organes cibles, type 1, plus de 20 ans, maladie rénale avec quand même une clearance inférieure à 30, histoire familiale de hypercholestérolémie avec des facteurs de risque et un score supérieur à 10. Sinon, le haut risque, le modéré et le faible. Sans discussion, notre malade aujourd'hui, il a une PAD, vous le voyez à droite de l'écran, donc il est à très haut risque cardiovasculaire. Très bien, c'est mon premier message pour mon confrère
endocrinologue, en lui envoyant le patient, je sais que mon malade, je dois lui dire attention, c'est pas bien ce que tu fais. Le tabac, il faut absolument arrêter le tabac, c'est capital. Il faut que tu fasses un peu d'exercice physique et pour la torva, il n'est pas l'objectif en LDL et on va passer à 20 mg. C'est tout ce que je vais faire. Bon, il est à très haut risque cardiovasculaire. Et j'augmente la torva, je lui demande d'arrêter de fumer. Je sais que ce n'est pas facile et je vais lui dire aidez-vous d'un tabacologue s'il le faut. Et faites un peu de marche régulièrement. Et bien sûr, il aura à voir son endocrinologue puisque l'hémoglobine glyquée, elle est quand même élevée. Mais ce qui nous intéresse en tant que cardio, on s'est posé la question, chaque fois qu'il s'énerve, il a des petits picotements. Son ECG est normal, il n'y a pas d'HVG. Bon, est-ce que je vais, il n'y a pas de signe de trouble de repolarisation, est-ce que je vais aller vers un test d'ischémie? On se pose la question, mais regardez, si on prend les pré-tests, et c'est une douleur qui est non angineuse, mais atypique, c'est une douleur non angineuse, et selon les recommandations de l'ESC 2019, si une personne masculine entre 60 et 70 ans a une douleur thoracique, même si elle n'est pas angineuse, ça fait un pré-test probabilité de 22%, c'est-à-dire un chiffre qui est élevé et qui nécessite de faire un test d'ischémie. Et là, on a proposé une scintigraphie myocardique au thallium, mais aussi un bonjour à notre ami professeur Dr Dalef, on va le dire, éventuellement, on peut faire une écho de stress et je l'enverrai les yeux fermés vers Dr Dalef pour faire ça. Donc, il faut faire de toutes les façons un test d'ischémie. Voilà, le message est clair, mais il y a quelque chose qui manque dans notre message. Et quelque chose d'important, et les confrères endocrinologues nous posent souvent la question. Parce que si on se met à leur place, ils vont majorer un traitement et on sait très bien que le diabétique est exposé à l'insuffisance cardiaque et nos amis endocrinos souvent veulent savoir quel est le risque de faire une poussée d'insuffisance cardiaque. Et c'est une question récurrente qui est très importante et que nous, en cardio, soit qu'il a l'insuffisance cardiaque, soit qu'il ne l'a pas, et il faudrait ensemble qu'on commence endo et cardio à évaluer le risque de faire une insuffisance cardiaque, même s'il ne l'a pas aujourd'hui. Parce qu'avec les thérapeutiques du diabète, il se peut que certaines fassent déclarer une poussée d'insuffisance cardiaque. Alors, voilà pourquoi on pense à l'insuffisance cardiaque. D'abord, c'est la complication numéro 1 cardiaque, numéro 1 des diabétiques. C'est la plus fréquente, c'est l'insuffisance cardiaque. Tout diabétique, première complication, insuffisance cardiaque. Deuxièmement, BPCO, eh bien, un tiers des BPCO font une insuffisance cardiaque et ils ont une insuffisance cardiaque. Lui, il n'en a pas aujourd'hui. Mais la BPCO multiplie par 5 le risque d'insuffisance cardiaque. Et à côté de ça, si on prend les statistiques des personnes qui ont une insuffisance cardiaque, 75% avaient une HTA auparavant. Donc, le message est très clair. Il est diabétique, gros risque d'insuffisance cardiaque, même s'il n'en a pas aujourd'hui. Il a une BPCO, son risque d'insuffisance cardiaque est multiplié par 5. Et enfin, il a de l'HTA pendant très longtemps, qui reste la première cause qui va évoluer vers l'insuffisance cardiaque. Donc, il faudrait que je réponde à cette question. Et tout à l'heure, professeur Chaïb va parler des différents outils qui peuvent nous aider. Et je trouve que c'est très important d'avoir sous la main des outils, surtout s'ils sont informatisés, parce qu'on a une très grande étude, Incident Heart Failure Prediction, pour prédire le risque de faire une insuffisance cardiaque,
même si on n'en a pas aujourd'hui, c'est un outil très intéressant où il y a plusieurs paramètres et il faut compter tous les points. Et croyez-moi, si on l'a sur un écran avec un curseur ou sur notre téléphone, ça prend 10 secondes. Ici, ça prend un peu plus de temps, mais regardez, je vous ai fait ça d'un seul coup rapidement, comme ça on n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps. En fonction de son âge, le fait qu'il soit coronarien ou pas, possible ou pas, HVG non, quelle est sa tension systolique, quel est son taux d'albumine, est-ce qu'il est fumeur, fréquence cardiaque, glycémie à jeun, créatinine, avec tout ça, on peut dire si une personne qui n'est pas insuffisante cardiaque aujourd'hui a un gros risque de le devenir. Et chez ce patient-là, on trouve que le risque is very high, très haut risque d'insuffisance cardiaque dans l'avenir. Et je crois que ça, c'est très important pour nous, et je dirais surtout encore plus pour nos amis endocrinologues, puisque s'il est à très haut risque d'insuffisance cardiaque, ils doivent faire attention à la thérapeutique qu'ils vont utiliser pour traiter ce patient. Et directement, on pense au gliflozine, à l'AMPA qui était cette première étude chez les diabétiques, qui avait montré la réduction des événements cardiovasculaires avec l'empagliflozine. On se dit, eh ben, s'il a un très haut risque d'insuffisance cardiaque, c'est un bon candidat à l'empagliflozine. Bien sûr, par la suite, il y a eu la dapagliflozine, il y a eu la canagliflozine, et il y en a d'autres qui arrivent et les bénéfices ne font que être de plus en plus rassurants et de plus en plus sûrs en termes de statistiques. Donc, proposition, ajouter de l'empagliflozine. Et ça, je dirais, c'est l'endocrinologue qui doit faire ça, puisque mon devoir, c'est de lui dire, mon malade a un très haut risque, ou plutôt notre malade commun a un très haut risque d'insuffisance cardiaque, eh bien, pourquoi pas l'empagliflozine qui peut améliorer et le côté surtout cardiovasculaire, qui va nous aider beaucoup en cardio pour éviter que notre malade ne fasse des complications, mais qui va aussi aider, et surtout, même en endocrinologie, tous les paramètres du diabète. Et on se rappelle sur 3 diapositives que l'empagliflozine, dans cette étude en PAREC, chez les diabétiques à haut risque cardiovasculaire ou qui sont déjà cardiaques, eh bien, ça réduisait les poussées d'insuffisance cardiaque et l'hospitalisation de 35% de façon significative. Ça réduisait la mortalité cardiovasculaire de 38% significative. Et il n'y a pas beaucoup d'études qui arrivent à prouver une réduction de la mortalité cardiovasculaire et réduction de la mortalité toute cause de 32% significative. Ce critère réduction de mortalité toute cause, il y a peu d'études en cardio, elles se comptent sur le nombre des doigts et on en a 2, je dis bien 2, avec les gliflozines, une avec l'Ampareg dans cette étude chez les diabétiques à haut risque cardiovasculaire et une avec la dapagliflozine chez les insuffisants cardiaques avec ou sans diabète. Donc, réduction de mortalité toute cause, vraiment, c'est en faveur des gliflozines, c'est très important. Et enfin, critère primaire, réduction de 14%. Bon, alors, je prends mon courage, je dis mon courage parce que je vais m'adresser à un confrère endocrinologue, je sais qu'ils sont tous très gentils, mais je me mets à leur place. Si un endo m'appelle, me dit, je veux que tu changes le traitement de l'hypertension et je m'adresse à mes amis cardio, qu'est-ce que vous ferez? Ah là, si quelque part, ça va un petit peu nous choquer. Donc, c'est une discussion qui doit être très amicale. On pourra en rediscuter tout à l'heure et qui doit être des deux côtés. Donc, avec ces Hassan, ça aurait été formidable. Bon, alors, j'appelle au téléphone l'endocrinologue. Je parle de ce problème-là. Alors, directement, on me dit attention, il a une artériopathie des membres inférieurs. Est-ce que tu n'as pas peur du risque
que ça s'aggrave, qu'on se retrouve avec une amputation. Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'occuper d'abord de l'artère fémorale avant de s'occuper de changer l'empagliflozine? En toute sincérité, et je vous le dis directement, on a tous entendu parler de risque d'amputation augmenté, c'est avec la canagliflozine dans l'étude Canvas, mais on est en droit de se dire, eh ben, est-ce qu'on ne va pas avoir le même risque avec les autres? Donc je dis à mon confrère, de toutes les façons, on commence par le cœur avant de passer aux artères périphériques. Je fais une scintigraphie ou une écho de stress, et puis par la suite, en fonction du résultat, on s'occupera de son cœur, et ensuite, on pourra discuter avec concernant la lésion. Et puis, je me suis posé une question, et c'est pour ça que j'ai embêté notre informaticien, et encore une fois, merci à Lamkar et à Younes, parce que j'aurais dit, je me suis posé des questions. Est-ce que ce n'est pas contre-indiqué quand on a une artériopathie comme ça? Est-ce que l'AMPA n'est pas contre-indiqué? Deuxièmement, si elle n'est pas contre-indiquée, est-ce qu'il n'y a pas une augmentation du risque? Parce que si c'est contre-indiqué, je ne discute pas, on ne prescrit pas, et s'il y a une augmentation du risque, eh ben, j'aurais peur, je n'irai pas non plus. Et cette question, je me la suis posée, et en toute sincérité, ça n'a rien à voir avec le labo, je vous pose la question, et je voudrais que professeur Shaib active les questions que vous avez, comme ça vous pouvez choisir. Choix numéro 1, l'AMPA est contre-indiquée dans l'artériopathie des membres inférieurs et elle augmente le risque d'amputation. Choix numéro 2, c'est pas contre-indiqué, mais elle augmente le risque. Et choix numéro 3, c'est pas contre-indiqué, elle n'augmente pas le risque d'amputation. Cette question, je le dis à mes amis, je l'ai décidée, quel que soit le résultat qu'on aura, qu'il soit en faveur, ne pensez pas au labo ni à tout ça, pensez à ce que votre tête va vous dire et j'aimerais bien que vous répondiez. Donc, si Shaib, si vous avez activé la question, les amis peuvent appuyer sur la question numéro 1, empagliflozine, appuyer dessus, sélectionner et envoyer. Et en fonction du nombre de réponses, on a peut-être 1 minute ou 2, et même pas. On a 30 secondes parce que je voudrais qu'on respecte le temps. Si Shaib, c'est à vous, vous avez la lourde tâche de décider quand arrêter au bout de 30 secondes ou moins ou plus, et de nous dire qu'est-ce qui ressort des réponses. Voilà, les réponses, le nombre évolue. On va attendre un peu. Oui. Je n'ai pas accès aux résultats, mais j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est parce que c'est un problème de la vie courante de tous les jours. Et je vous le répète, on s'en fout du labo, on se pose des questions et on a le droit de se les poser. Et quelle que soit la réponse, on va avancer. On attend encore des réponses. Donc, à vous de juger. Bon, il ne faut pas que ça nous prenne trop de temps, comme ça je peux rester dans le temps qui m'est imparti, à moins que monsieur le président de séance me donne plus de temps. Ah, tu as carte blanche, il n'y a pas de souci. Donc, vas-y. Bon, on peut dépasser de quelques minutes, il n'y a aucun souci. La tendance actuelle. Ceci dit, Shaib, il y a des gens qui répondent sur le chat. Voilà. Moi, je suis ça sur le. D'accord. Très bien. Alors, à vous de nous dire si, Shaib, le résultat. Pour le moment, la majorité disent que c'est en faveur de la deuxième réponse. Très bien. Presque 3/4 des réponses en faveur de la deuxième réponse. Excellent. Et les autres, c'est surtout pour la troisième réponse. Très bien. Donc, merci beaucoup. Le 3/4 des personnes disent que ce n'est pas contre-indiqué, mais qu'il y a une augmentation du risque d'amputation. Effectivement. Voilà, les 3/4. Donc, je voudrais qu'on progresse. Et j'ai fait ma petite enquête. J'ai fait mon enquête et je suis allé chercher le supplément
sur un autre article sur les personnes qui ont été incluses pour voir si c'est contre-indiqué ou pas. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la maladie artérielle, c'est une indication, elle est retenue dans les critères pour mettre le patient sous empagliflozine. Donc, on peut le dire, à partir de 50%, c'est considéré comme étant une sténose avec indication, allant pas donc, si n'est pas contre-indiqué. Donc, la réponse 1, on l'écarte. C'est au contraire un critère d'inclusion. Et dans l'étude en pareil, il y avait 20% de la population qui avait une artériopathie. Mais la question qui nous intéresse tous, est-ce qu'il y a un sur-risque? J'ai trouvé ce papier qui est une sous-étude en pareil, le devenir cardiovasculaire chez les patients qui ont été mis sous empagliflozine et la sécurité chez ceux qui avaient un diabète et une PAD, c'est-à-dire exactement la population qui nous intéresse. Ils sont une sous-étude, donc pareil, ils ont tous l'artériopathie des membres inférieurs et ils vont être comparés à ceux qui ne l'ont pas. Et en bas, on va voir ceux qui n'ont pas d'artériopathie des membres inférieurs. Eh bien, on le sait, il y a une réduction des événements cardiaques de 36%. Ceux qui avaient une PAD, réduction des événements cardiovasculaires de 43%. Ça veut dire que c'est efficace même quand il y a une PAD, mais la question qu'on se pose, la safety, la sécurité concernant le risque d'amputation. Alors voilà ce qu'on a trouvé. Ce tableau est très intéressant dans cette étude, c'est-à-dire qu'on ait une PAD ou qu'on n'ait pas de PAD. Voici le résultat en termes de mortalité cardiovasculaire, c'est pareil. En termes de mortalité toute cause, ça marche. Tout marche comme on vient de voir. Et quel que soit le paramètre, ça marche très bien. Donc, question efficacité, c'est pareil. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout le risque d'amputation. Regardez-le. Lower limb amputation, il est là, avec PAD, non sans PAD, avec PAD, c'est kiff, kiff, bhal, 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 bhal. Il n'y a pas de sur-risque d'avoir une amputation lorsqu'on est sous empagliflozine. No more amputation. Donc, et bien sûr, comme on n'est pas là pour crier, il y a ce risque d'infection urogénitale qui est connu, surtout chez la femme, et je dirais surtout génitale. Donc, posez la question avant de prescrire et assurez-vous qu'il n'y a pas d'infection génitale récurrente, répétée, qui peut être dangereux puisqu'on peut se retrouver rapidement avec une pyélonéphrite sur un terrain de diabète. Voilà, il revient 2 mois plus tard. Et là, c'est pour ça que j'ai dit Lucky. Pourquoi? Parce que j'ai en consultation avec une douleur thoracique, on ne l'a pas mis sous empagliflozine, il n'a pas fait sa scintigraphie, où j'ai 2 mois après, avec une forte douleur thoracique au cabinet. Ça fait, c'est le malade que vous connaissez, typique, douleur thoracique typique, ECG, voilà, évident, sus-décalage en inférieur, c'est un STEMI, indiscutable. Il me dit, ça fait 4 heures que je suis comme ça, j'ai très mal. Oh là là là. Alors, au cabinet, c'est urgent. Et c'est ma deuxième question, puisque je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait, bon, mais qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Je suis une ambulance, sa situation est très critique. Et je demanderai à professeur Shaib de nous activer la deuxième question. Merci beaucoup. On se donne 15 secondes pour ne pas trop tarder, ou 30, ou à vous de nous dire si Shaib, puisque j'ai encore une dizaine de minutes avant de terminer ma présentation. Oui, j'attends les réponses. Allez, ça n'engage personne en rien. C'est une question que je me suis posée. On l'en voit, je ne dirais pas tous les jours, mais très souvent
des cas comme ça, et chacun de nous a son habitude, tout seul dans son coin. Et je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on voit en gros, c'est anonyme, si vous répondez sur le cadre, pour qu'on sache. Et peut-être qu'un jour, l'AMCAR devrait nous faire une réunion pour qu'on ait une attitude commune, tous les cardiologues, et quand on connaît la gravité de la situation. Alors, c'est Shaïb. C'est presque 50-50. Ouais. Une petite avance pour la première. Non, carrément 50-50 maintenant. Presque 50. Alors, on arrête 50-50, c'est formidable. Merci beaucoup. C'est la réponse que j'attendais parce que chacun de nous a son attitude. Je crois, si on est 50-50, je crois, et professeur Shraibi, peut-être qu'un jour on devrait s'occuper d'un thème sur le STEMI au cabinet. Qu'est-ce qu'on devrait tous faire et mettre ça en commun parce que on doit d'abord faire les meilleurs soins et proposer la meilleure attitude à nos malades et aussi pour ne pas faire des choses et rester dans le cadre de l'entité globale. Et vous voyez qu'on a une attitude très différente. Si je vous dis ça, c'est que je ferai partie des 50% qui disent ramenez rapidement votre papa vers la clinique. Là, il y a un gros risque de faire un trouble du rythme et un arrêt sans faire peur aux malades, puisque il n'est pas question de lui ajouter de l'adrénaline, mais on sache. Bon, alors ce monsieur, sa fille, ou son fils, il l'a amené très vite à la clinique, ou même la clinique, il a fait un arrêt cardiaque. Il a été récupéré. Choqué, et heureusement il était à la clinique, il a été choqué, il a été récupéré, et par la suite, ça c'est le premier point important. Deuxièmement, très vite en salle de cathé. Et en salle de cathé, je ne vais pas vous dire, je vais revenir sur la 1. Et là, c'est très important et c'est pour ça que la vraie réponse 1 ou 2, de toutes les façons, s'il attend au cabinet pour la réponse 1 que l'ambulance vienne et qu'elle mette 20 ou 30 minutes, eh ben, il aurait fait son arrêt cardiaque. On n'est pas équipé, même si on a un choc électrique, on n'a pas de quoi intuber, on n'a pas de quoi, on ne peut pas faire tout ça au cabinet. Donc, la réponse numéro 1, attendre 20 minutes, c'est pas forcément la bonne. Et la réponse 2 n'est pas aussi forcément la bonne parce que si on lui dit va avec ton fils et qu'il fait un arrêt cardiaque en voiture, c'est pas aussi la bonne. Donc il faudrait qu'on ait une attitude commune. Voilà. Il a fait un arrêt. Récupéré tout de suite, formidable, salle de cathé. Deuxième surprise en salle de cathé. Coronaire normal. Coronaire normal. C'est pas possible. Il a un STEMI, ça fait 4 heures qu'il se décale. Il a même toute petite onde de cul. Et bon, alors par la suite, on fait de la biologie, l'écho, une petite hypokinésie inférieure, fraction d'éjection 47%. Franchement, on se pose des questions et puis bien sûr, quand on se pose ces questions, on se dit, alors première hypothèse, c'est une thrombose coronaire qui s'est reperméabilisée toute seule. Ça, on le dit souvent, mais là, au cours du cathé, bon, il n'y avait rien et en 4 heures de douleur et de sus-décalage reperfusé tout seul, c'est vraiment peu probable. Ensuite, il n'y a pas eu de rupture, on ne voit pas de rupture, on ne voit pas de plaque, grosse plaque avec un tout petit thrombus. Donc, cette hypothèse, point d'interrogation. La deuxième, c'est un spasme. Il a spasmé pendant 4 heures. Et puis là, il n'y a pas de spasme à la coro, il n'y a rien. Et finalement, il y a l'hypothèse d'excès de catécholamine et un excès de catécholamine qui est passé par les coronaires et qui a directement intoxiqué le muscle cardiaque. C'est un peu comme le Takotsubo. Mais le Takotsubo, vous le savez, sa définition, il faut qu'il y ait un contexte de broken heart syndrome, c'est-à-dire une émotion intense ou une expérience physique très intense, chose qu'il n'avait pas.
et ni gros stress, ni émotion. Bon, il y a 3 surprises chez ce malade. Il n'y en a pas que 2. La troisième, c'est que, alhamdoulilah, il est bien, je passe le voir, il me dit, docteur, merci pour tout. Alors, j'ai compris, vous ne m'avez pas fait peur et vous avez agi pour faire vite, pour mon bien. Merci. Mais le lendemain, le surlendemain, quand on vient, on m'appelle au téléphone, la clinique, attention, alors ton malade, il est agressif, il commence à casser tout ce qui passe à côté de lui, il insulte tout le monde et il a des confusions, des hallucinations. Ça, c'est une histoire vraie. Hein. Ils le descendent à la TDM cérébrale normale et puis il me dit, bah, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce n'est pas un problème après son arrêt cardiaque? Est-ce que c'est... Non, mais moi, je lui ai parlé hier soir, il était très orienté, il était très bien, il se rappelle même de la veille où j'ai pas fait peur pour qu'il n'augmente pas ses catécholamines. Ah, il y a autre chose qui se passe. Alors, on est... toute la clinique est branle-bas. Où j'ai toute l'analyse qu'on a fait rapidement le matin, les gamma GT à 2968 pour une heure moins de 64. Et là, bien sûr, on a tout compris. On a compris. Et l'hypothèse, merci les réanimateurs, le réanimateur avait même suspecté ça bien avant. C'est pour ça qu'il a fait le dosage des gamma GT. Et on comprend très bien à ce moment-là que c'est l'excès d'alcool et le sevrage alcoolique qui l'a amené vers cette situation qu'on appelle cette situation en anglais AWS, Alcohol Withdrawal Syndrome, le syndrome de retrait de l'alcool. Et c'est un monsieur qui buvait beaucoup d'alcool et c'est la veille de Ramadan que ça s'est passé. Alors, est-ce qu'il a plus trouvé d'alcool là où là il a décidé d'arrêter et par la suite, eh bien, vous voyez, quand on arrête la prise d'alcool, on peut avoir des syndromes, des symptômes d'hyperadrénergie, des troubles psychiatriques, et ça va jusqu'à la paranoïa. Et après 2 jours, on fait le délirium tremens, la situation la plus grave. Et on était au 2e jour, 3e jour à peu près. Donc, c'est exactement ça, délirium tremens chez notre patient. Alors, on a appelé le psychiatre qui est venu, et merci, pour nous aider à prendre en charge ce genre de malade. Mais il y a une chose très importante que je voudrais partager avec vous. Il ne faut pas qu'on sous-estime ce syndrome d'arrêt de l'alcool parce que, regardez, la mortalité, elle peut aller 40%. 40%. Et je crois que notre malade qui a fait son arrêt cardiaque, il y avait une composante de cette délirium tremens, de cette décharge adrénergique, et il meurt à 40%, soit de fièvre, déshydratation, d'infection, et avec excès de vomissement et de paranoïa, d'agitation. Donc 40% de mortalité, c'est très grave, et si on le diagnostique à temps, moins de 1% quand le diagnostic est à temps. Voilà, je crois que c'est un message très important pour tout le monde. Et dans certains pays, eh bien, dans l'ordonnance, quand le malade est hospitalisé, il faut toujours poser la question sur l'alcoolisme, l'éthylisme, est-ce qu'il est important ou pas? Et parfois, la personne va sous-estimer sa prise d'alcool. Et en fin de compte, pour résumer, c'est un infarctus inférieur, STEMI, positif, inférieur, et probablement lié aux décharges de catécholamines qui ont intoxiqué le muscle cardiaque en rapport avec un délirium tremens. Et c'est comme le Takotsubo, mais ici c'est le délirium tremens. Et j'aurais voulu écrire le titre comme ça, j'ai cherché sur Google Acute Inferior ST Elevation Myocardial Infarction due to Delirium Tremens. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent ou pas? Puisque nous avons un cas ici, on a beaucoup cherché et je suis tombé sur un article. Regardez le titre de l'article Acute Inferior ST Elevation Myocardial Infarctus due to Delirium Tremens
A Case Report. Ça a été rapporté en 2019. Voilà la référence. C'est exactement la même chose que notre malade. Exactement pareil. Et les discussions qu'on a eues, on ne va pas les répéter parce que dans l'article, regardez, ils disent, on peut suspecter ici plusieurs mécanismes. Et ils nous disent, le premier, c'est qu'il y ait une thrombose, comme on a dit, coronaire. Le deuxième, c'est qu'il y ait un spasme coronaire. Et la troisième, la plus probable chez eux aussi, c'est qu'il y ait une décharge de toxicité myocardique en rapport avec les catécholamines, comme on a évoqué chez lui. Donc, je me dis, heureusement, on n'avait pas encore commencé l'empagliflozine, mais pourquoi? Mais ce patient-là, il a échappé belle. Maintenant que les choses sont stabilisées, il est considéré comme coronarien, il a fait un STEMI positif et on a rajouté un traitement du syndrome coronaire aigu avec le clopidogrel, le nitroderme, puisque la composante spastique ne peut pas être exclue, et bien sûr, arrêt du tabac, de l'alcool. Il a été pris en charge en milieu psychiatrique. Il va beaucoup mieux. Il est revenu me voir. On est très content pour lui. Et maintenant, je crois que c'est le moment de penser à l'empagliflozine. Et chez les diabétiques de type 2, pour résumer, c'est ma dernière slide. L'artériopathie des membres inférieurs est une indication safe pour l'empagliflozine. La canagliflozine, avec l'étude Canvas, c'est la seule qui avait montré une augmentation des amputations. C'est une indication comme l'AVC, la maladie coronaire, puisque vous avez vu qu'il est aussi efficace quand il y a une PAD que quand il y a un AVC ou autre chose, et qu'il réduit la mortalité cardiovasculaire et toute cause dans l'étude EMPA-REG. Mais ça, je l'ai trouvé dans l'étude EMPA-REG, et je me dis heureusement qu'on n'a pas commencé l'empagliflozine tout de suite, parce que regardez, c'est écrit dans l'étude EMPA-REG, l'alcool ou l'abus de drogue dans les 3 mois qui précèdent vont interférer avec l'essai clinique et le malade ne devrait pas prendre ici pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a peur qu'il ne soit pas compliant à son traitement. La deuxième, vous avez vu, s'il fait un délirium tremens, de quoi il meurt? Il meurt de déshydratation, il meurt d'acidose, il meurt de complications comme ça. Et donc, l'empagliflozine, par ses mécanismes, réduit le volume et donne une contraction volumique sanguine. Elle pourrait aggraver la situation chez quelqu'un qui est alcoolique. Et donc, s'il y a une question à se poser, ce n'est pas tellement la PAD, mais demandez à votre malade, est-ce qu'il ne boit pas d'alcool? Est-ce qu'il n'abuse pas? Il va vous dire non, mais répondez, il y a un protocole, il y a un score. Celui-là aussi, ça me ferait plaisir de le mettre sous forme informatisée, un score à poser des questions à tout malade qui va être hospitalisé en clinique pour être sûr qu'il ne va pas nous faire un délirium tremens, puisque carrément 1 sur 2 va mourir s'il fait un délirium tremens. Et encore plus s'il prend des médicaments diurétiques ou qui peuvent contracter le volume. Donc, posez cette question, puisque ça risque d'augmenter la mortalité. Et bien sûr, quand il y a une douleur thoracique au cabinet, attention, ça c'est très important. Bon, proposez, en attendant, proposez l'ambulance, dites à son fils ou à sa fille, chauffe, vous pouvez attendre ici. Ça, c'est une proposition. On pourra discuter avec l'AMCAR. Vous pouvez attendre ici l'ambulance qu'elle arrive avec le risque qu'il y ait un arrêt cardiaque. Même si on a de quoi choquer votre papa, alors il y aura toujours un risque qu'il décède ici. Ah, ou là, en voiture, si vous l'amenez tout seul. Mais au moins, si vous allez en voiture et qu'en 10 minutes, vous êtes à la clinique, c'est gagné, comme ce cas-là où on a pu sauver ce malade. Et finalement, ceux qui n'ont pas de quoi choquer au cabinet, les confrères, c'est très important d'avoir l'équipement pour choquer. Et je vous remercie.